Bonjour, donc je m'appelle Julien Barès, je travaille chez Tencent Game depuis 2 ans. J'ai fait une grande partie de ma carrière chez Ubisoft et Tech2 et la plus grande partie de ma carrière en Asie. Donc aujourd'hui, je vais vous parler en fait des marchés asiatiques et des marchés émergents. L'idée, c'est que j'ai une présentation avec beaucoup de chiffres pour vous réveiller de votre soirée d'hier. Et je vais essayer de vous expliquer comment nous, Tencent, on voit les pays émergents. Et donc, si vous avez des questions, j'essaierai de garder un peu de temps à la fin. Donc nous, la première chose, c'est qu'on voit que le marché est la croissance du marché est en train de ralentir. C'est-à-dire qu'on vient de vivre sûrement les 2 plus belles années de croissance du marché, avec une croissance à 25% pendant la première année de la pandémie, une croissance à 8% l'année dernière, et on voit un ralentissement du marché actuellement. En fait, ce qu'on voit, c'est que il y a toujours autant de joueurs, ils passent toujours autant de temps dans les jeux, mais la somme d'argent qu'ils dépensent dans chaque jeu est en train de diminuer. Alors, on pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'on pense qu'il y a une sorte de fatigue sur certains jeux, c'est-à-dire qu'il y a certains jeux où les gens ont dépensé déjà beaucoup d'argent, et en fait, on constate que les gens ne bougent pas tellement d'un jeu à un autre. Et on voit aussi que tout ce qui est download, on estime qu'avec la fin de la pandémie, le retour à l'activité, le retour aux activités outdoor, le retour à la famille, il y a eu une baisse générale du marché sur mobile. Donc aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement de ce qu'on appelle les marchés émergents. Donc l'idée, c'était de comparer en fait ces marchés qui sont de plus en plus importants, de leur donner un poids, de vous donner certains chiffres, et de vous expliquer comment nous, Tencent, une société chinoise pour laquelle le marché domestique est très important, on voit ces pays. Donc on partage le monde de façon un petit peu aléatoire. La première chose que vous verrez, c'est que j'ai pas mis l'Europe, parce que l'Europe, c'est beaucoup de pays avec différents comportements, mais je voulais qu'on compare les États-Unis et la Chine, et pour vous dire, ils font à peu près les mêmes revenus, de 50 à 60 milliards par an dans le jeu vidéo. Nous, on voit plusieurs zones, et on a des stratégies différentes dans chaque zone. La première, c'est l'Amérique du Sud, où en fait, il y a une croissance qui est assez forte en ce moment. La deuxième, c'est ce qu'on appelle le Moyen-Orient. La troisième, c'est l'Inde. La quatrième, c'est l'Asie du Sud-Est, et la cinquième, c'est l'Océanie. Pourquoi on distingue ces zones? C'est parce qu'en fait, elles ont des comportements et des maturités différentes, des taux d'équipement différents, je vais y venir. Et en fait, nous, on voit ces zones comme probablement le plus grand réservoir de croissance dans les années à venir. Donc, la première raison pour laquelle nous, on s'intéresse à ces pays, c'est qu'en fait, ce sont des pays assez jeunes. C'est-à-dire qu'ils ont une proportion de gens jeunes qui, si on se réfère à ce qu'on a vécu en Chine, et en fait dans tout ce qu'on fait, nous, on a souvent l'exemple chinois qui nous montre qu'une population jeune qui a envie de jouer va être le fondement d'une population de gamers assez constante. Donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est que la plupart des pays dits émergents ont une partie de leur population jeune qui est supérieure à ce qu'on trouve aux États-Unis et en Chine. Ce sont des populations jeunes qui, en fait, n'ont pas énormément de loisirs, je vais y revenir dans 2 minutes, et pour qui, donc, l'accès au gaming et l'accès au mobile est très important. Ce qu'on voit aussi, et je ne sais pas si vous voyez, si vous arrivez à voir les chiffres ici, c'est pas forcément très clair sur l'écran, c'est qu'en fait, on voit des croissances qui sont supérieures au reste du monde. Et même si les marchés sont petits, on voit que, par exemple, des marchés comme le LATAM, je vais prendre celui-là, l'Amérique du Sud, est un des marchés où il y a une des plus fortes croissances. Il y a un jeu particulièrement au LATAM dont je vous parlerai tout à l'heure qui s'appelle Free Fire, qui est fait par une société Garena, dont on est actionnaire. Et je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. En fait, ce qui se passe dans ces pays, c'est que c'est une industrie qui est essentiellement basée sur le mobile. Pourquoi? Parce que c'est une industrie qui fait des sauts technologiques. Excusez-moi, c'est des régions qui font des sauts technologiques. Où en fait, pendant très longtemps, il y a eu des mobiles à bas prix, etc. Mais on a vu dans les 5 à 7 dernières années, l'équipement monter en flèche, les gens achetaient des mobiles de plus en plus performants, avec des meilleures puces, avec des meilleurs écrans graphiques, etc. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les fabricants chinois, principalement Oppo, Vivo, Xiaomi, ont pris des parts de marché conséquentes dans ces pays et sont arrivés avec des processeurs
bien plus puissants, à des prix tout à fait acceptables. Et ce qu'on a vu, c'est que le segment du haut de gamme, qui au départ était très très faible, est en train de croître relativement vite, mais plus important, le segment du moyen de gamme, c'est-à-dire ces Vivo, Oppo, tous ces téléphones, a une croissance très forte et équipe de plus en plus de gens. Ça veut dire qu'en fait, ce sont excusez-moi, je cherche mes mots, ce sont des appareils avec lesquels on peut jouer à des jeux vidéo. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a toute une structure de 4G qui s'est mise en place dans la plupart de ces pays. La 4G, c'est une condition sine qua non pour qu'on puisse faire du gaming, pour qu'on puisse downloader des jeux, pour qu'on puisse jouer en ligne, pour qu'on puisse jouer en réseau. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que la pénétration, alors là, vous ne l'avez pas de façon dynamique, mais elle est relativement haute. Si vous prenez ces chiffres, il y a 5 ans, elle était à la moitié de ça. Et en fait, en termes de débit haut niveau pour Internet, par contre, on voit que tous ces pays-là sont vraiment en dessous de ce qu'on trouve en Europe et aux États-Unis. Donc la conclusion de ça, et c'est pour ça que nous, Tencent, on s'intéresse beaucoup à ces pays, c'est que c'est le mobile qui va construire la croissance ou les jeux qui peuvent se jouer en 4G. Pour essayer de comparer, la façon dont on voit ces pays, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est qu'on regarde ce qui s'est passé en Chine entre 2005 et 2020, je vais dire, et on voit les mêmes tendances qui sont en train de se produire. Si vous regardez par exemple la part du gaming, la Chine en 2005, le mobile c'était 5 à 6% des revenus du gaming, maintenant c'est 75%. Et on pense que c'est un chiffre qui va rester stable au cours des 10 prochaines années. On est à peu près persuadé que le PC va rester là et que la console ne décollera jamais. Je vous parle de la Chine pour des raisons qui sont liées à des habitudes de jeu. Si vous êtes déjà allé en Chine ou si vous êtes déjà allé en Asie, les gens utilisent leur téléphone de façon bien plus large qu'en Europe ou aux États-Unis. La console, il y a un problème d'approval de jeu, je vais y revenir tout à l'heure. Il y a un problème aussi de contenu. Et finalement, en fait, on voit que le PC marche plutôt bien en Chine sur des jeux plutôt indépendants, sur des jeux de niche. Mais il faut savoir que la population de gaming sur PC, elle est à peu près à 300 millions, donc il y a toujours des gens qui sont intéressés par un type de jeu, par une autre niche, etc. Si on va au LATAM, ce qu'on voit, c'est l'explosion récente du mobile. Et en fait, ce qu'on voit sur le mobile, c'est l'exemple de Free Fire. Free Fire, c'est un jeu qui est un Battle Royale qui ressemble un peu à PUBG, qui ressemble un peu à Fortnite, qui est fait par Garena. Et j'ai pas mis le chiffre, mais je peux vous le donner de façon live. L'année dernière, en 2020, les revenus de Free Fire ont augmenté de 35% par rapport à l'année d'avant et l'année dernière de 80%. C'est-à-dire que l'Amérique du Sud, pour Free Fire, est devenue leur premier territoire. On estime que l'Amérique du Sud est en train d'avoir une révolution qui est à peu près similaire à ce qui s'est passé en Corée au début des années 2007-2008 et en Chine au début des années 2010-2011, avec une explosion du jeu sur mobile et des croissances qui vont être de 100 à 200%. En Asie du Sud-Est, le phénomène qu'on est en train de voir, auquel on assiste, c'est la régionalisation des contenus. C'est-à-dire que pendant très longtemps, il y a eu des publishers à Singapour, il y a eu des publishers en Thaïlande, il y a eu des publishers au Vietnam, etc. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que maintenant, tous les publishers, que ce soit Garena, qui est basé à Singapour, VNG, qui est basé au Vietnam, ils sont en train de se régionaliser avec des contenus qui sont les mêmes pour toute l'Asie du Sud-Est, avec juste des jeux qui sont traduits dans différentes langues. Finalement, et nous, ça c'est quelque chose qu'on a vu récemment, c'est l'explosion du Moyen-Orient avec une population de gamers qui est très très différente. C'est pas forcément une population qui est très large, mais c'est une population qui dépense beaucoup par utilisateur. C'est-à-dire que sur le mobile, on constate qu'au Moyen-Orient, on a des ARPU et des ARPPU qui sont probablement 1,5 fois à 2 fois ceux qu'on voit en Chine ou dans les pays d'Amérique du Sud. Donc, nous, ce qu'on se dit, et c'est la deuxième partie de ce graphique, c'est qu'en fait, on voit le futur comme des gamers. Et en fait, la vision qu'on a, c'est que ce qui est toujours intéressant, c'est d'avoir plus de gamers. Et une fois qu'on a beaucoup de gamers, on verra toujours comment le marché se comporte, etc. Mais le réservoir de gamers est colossal. En Inde, par exemple, on estime qu'il y a 600 millions de gamers. C'est 4 fois ce qu'il y a aux États-Unis. C'est à peu près autant que ce qu'on voit en Chine. La Chine étant à 518. L'Asie du Sud-Est, le LATAM, etc., tout combiné. En fait, si vous prenez l'Inde et tous les pays émergents,
on est à peu près deux fois et demi ce que les États-Unis et la Chine représentent. Voilà. Donc, la façon dont le marché est en train de changer, c'est qu'on est en train d'assister non pas à une explosion des revenus, mais à une explosion des downloads, à part peut-être le M&A. Donc, et on voit aussi qu'il y a des pays qui sont leaders. Donc, par exemple, en Amérique du Sud, les deux pays leaders, c'est le Mexique et le Brésil. Il n'y a pas d'autres pays pour plein de raisons. L'Argentine pour des raisons de crise, etc. Enfin bon, on pourrait en parler plus longtemps, mais en fait, le Brésil, il y a l'émergence d'un marché qui est colossal et il y a aussi l'émergence d'acteurs qui sont colossaux. Il y a notamment un développeur de mobile qui fait beaucoup de jeux de sport qui marcherait très bien. Le Mexique est en train de devenir le premier marché hispanophone. En Asie, on voit qu'il y a l'émergence du Vietnam, qui est un pays d'à peu près 100 millions d'habitants, donc c'est quand même un pays qui est assez colossal. Mais le plus important, c'est l'Indonésie, qui doit avoir passé les 250 millions d'habitants. Et en fait, ce qu'on voit en Indonésie depuis 1 an et demi, c'est un exemple que j'ai un peu plus tard, mais StumbleUp, le jeu, c'est en Indonésie qu'il a commencé à faire la plupart de ses revenus. Finalement, on voit qu'il y a un pays qui est énorme pour le jeu et qu'on néglige souvent, enfin, qui est souvent négligé. En MENA, c'est la Turquie, alors qu'on ne met pas en Europe pour des histoires de culture et des histoires j'ai pas de débat sur le fait que la Turquie soit en Europe ou pas, mais en fait, en termes de comportement, la Turquie est beaucoup plus proche de ce qu'on voit au Moyen-Orient, de ce qu'on voit en Europe. En termes, encore une fois, d'équipement, en termes d'appareils, en termes de jeux joués, etc. Et nous, on fait un parallèle très très fort entre ce qui se passe en Turquie, ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui se passe en Arabie Saoudite. Donc voilà. Et alors, le corollaire de ça, c'est que en fait, les croissances aux États-Unis et en Chine sont un peu, le marché est un peu, excusez-moi, saturé. Et donc, nous, on a décidé d'investir énormément dans tous ces marchés en se disant qu'il y a un potentiel de croissance qui est largement supérieur, je parle de croissance, pas de revenus, à ce qu'on voit en Chine et aux États-Unis. Et la Chine, il y a un cas un peu spécial, mais je vais y revenir tout à l'heure. Ce qu'on voit aussi, et je vous parlais de ça tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a deux phases dans la croissance de ces secteurs. La première phase, c'est que on a une augmentation du nombre d'utilisateurs qui est assez massive, qui se produit depuis 2 ans, mais par contre, les utilisateurs ne sont pas encore prêts à payer. Et on pense qu'il y a plusieurs barrières à l'entrée. Il y a 2 barrières dont je voulais vous parler. La première, c'est qu'à la différence des États-Unis ou de la Chine, les moyens de paiement sont encore très locaux, domestiques, c'est-à-dire que si vous voulez être un publisher régional en Amérique du Sud, il faut avoir des solutions de paiement dans tous les pays. C'est la même chose en Asie. Et on pense aussi que l'absence de réseaux sociaux qui soient unifiés entre pays avec des langues communes, c'est le cas du Brésil par exemple, c'est quelque chose qui freine un peu. On voit l'émergence maintenant d'un attachement à un seul réseau social par pays, c'est-à-dire l'émergence d'un champion au Brésil, l'émergence d'un champion au Mexique, etc. Et en fait, nous, on pense que c'est un corollaire à l'explosion des revenus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour les jeunes de ces pays, et c'est là où je voulais en venir, ce qui se passe, c'est que le jeu sur mobile, c'est probablement le loisir le plus accessible, le plus facile et le plus social. Donc, nous, on pense que avec les croissances qu'on a vues lors des dernières années, qui sont de l'ordre de 15 à 25%, on pense en fait que ces croissances vont être supérieures dans les années à venir. C'est-à-dire qu'on estime que dans les 3 ans à venir, tous ces territoires émergents vont avoir une croissance d'à peu près 20 à 25%. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la phase d'augmentation du nombre d'utilisateurs, elle est en train de se produire. Et à la suite de ça, ce qui va se passer, c'est que là, on va assister à une phase où les gens vont se mettre à payer pour du contenu, vont être plus attachés à des jeux, vont vouloir avoir une meilleure présence sociale. Donc, en conclusion, il y a une croissance qui est assez forte sur les marchés mobiles, dans les marchés émergents. Excusez-moi, je cherche mes mots. Et en fait, on pense que ça va continuer à augmenter et que les croissances qu'on va voir, les marchés vont rejoindre dans 2 à 3 ans, ça pourrait aller assez vite, on aura l'équivalent d'une Chine ou des États-Unis.
Ce qu'on voit aussi, et je voulais vous donner ces chiffres pour comparer, c'était comparer des populations. Alors on la compare avec la Chine, puisque Tencent est très axé sur la Chine, même si on se développe à l'international. Mais en fait, en termes de population, la Chine c'est 1,4 milliard, les marchés émergents c'est 1,7 milliard. En termes de mobile gamers, les marchés émergents sont déjà supérieurs, on estime que c'est 800 millions de personnes. Et en termes de revenus, on est très très loin, puisqu'on est au tiers, mais avec des croissances à 20 à 30%, donc je vous laisse imaginer combien de temps il faudra pour rattraper ça. Je ne sais pas si vous avez regardé ce qui s'est passé avec Stumble Guys. Stumble Guys, c'est un jeu qui a commencé il y a moins d'1 an, je dirais. C'est un jeu qui est fortement inspiré de Fall Guys et qui, cette année, va faire 200 millions de revenus. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, outre le fait que les gens se sont inspirés de Fall Guys, peut-être un peu trop, c'est que là où ils ont commencé à faire des revenus, c'est au Brésil et en Indonésie. Et c'est rarement des pays qui sont visés. C'est souvent des pays dans lesquels on fait des tests, dans lesquels on teste un concept ou deux, on fait du soft launch, etc. Mais en fait, ce qu'eux, ils ont fait, ils ont décidé de prendre ces marchés très au sérieux avec plusieurs directions et plusieurs avantages. La première, c'est que ça les a forcés à avoir un jeu qui était accessible sur des devices de faible capacité. Ils ont vraiment essayé d'avoir un jeu qui était le plus fluide possible sur des appareils photo, pas forcément de la dernière génération. La deuxième chose, c'est qu'ils ont utilisé cette base qui était qui pardonnait un peu plus, on va dire, qui était des gens plus jeunes, plus avides de contenu, pour améliorer le jeu, pour faire des itérations, etc. Ils ont fait ça jusqu'à peu près juin ou juillet, et depuis, ils sont en train de s'étendre à l'international. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais ils jouent. C'est un des jeux les plus populaires en ce moment. C'est un des jeux qui a la plus grosse croissance. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est une des premières fois, avec Free Fire dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on voit un jeu qui commence à avoir du succès d'abord dans les pays émergents, et hors Chine et États-Unis, et qui ensuite devient un produit mainstream. Donc, nous, on pense que d'aller sur ces pays, de choisir un de ces pays si on a les bonnes connexions, si on a la bonne compréhension du marché, si on a la bonne compréhension culturelle, ça peut être un bon choix, ça peut être quelque chose de très fort. Et une fois qu'on a construit le jeu dans un pays, c'est beaucoup plus facile d'amener le jeu à l'étranger. J'ai un autre exemple, c'est PUBG Mobile, c'est un jeu qu'on fait nous, dans lequel on a exploité pendant des années en Chine, ça se passait très très bien. Et quand on s'est lancé à l'international, on est d'abord allé au Moyen-Orient. Et c'est pour ça que je vous parlais de la Turquie et que je vous parlais de l'Arabie Saoudite. C'est qu'on avait dans l'équipe quelqu'un qui était très... il nous a dit, je veux aller en Turquie, pour une raison très simple, il avait passé 2 ans en Turquie à l'âge de 25 ans, un Chinois, Vincent Wang. Et en fait, il disait, j'ai des connexions, je connais des gens, on va lancer le produit là-bas. On l'a lancé en Turquie, en Arabie Saoudite, il y a 2 ans et demi maintenant. Et c'est un jeu qui a explosé là-bas. On a compris beaucoup de choses sur comment on prend un jeu d'une région, la Chine, et on l'amène dans une autre région, la Turquie et l'Arabie Saoudite. Et ça nous a donné, nous, l'idée d'avoir une approche régionale du publishing de nos jeux mobiles. C'est-à-dire qu'en fait, on pense qu'on peut avoir une vision globale du marché, mais que pour ces marchés émergents, il est bien d'avoir une base en Amérique du Sud, une base au Moyen-Orient, une base en Océanie, une base en Inde, etc., etc., et de faire en sorte que chaque jeu s'adapte aux contraintes locales. Maintenant, on est passé dans la phase 2, c'est la phase Stumble Guys, où il y a des marchés sur lesquels on va lancer nos jeux. On a un jeu qu'on va sortir dans à peu près 3 mois. Le premier marché sur lequel on va le lancer, ça sera l'Amérique du Sud, le Brésil pour être précis. Parce qu'on pense que c'est là-bas qu'il a le plus de chances de décoller. C'est là-bas qu'on pense que la population sera la plus active au départ. Et quand on fait un jeu en soft launch, ce dont on a besoin, c'est d'une population active, qui a envie de participer, qui a envie de s'engager. Le troisième point dont je voulais parler, j'ai parlé de la taille du client, qui est quelque chose qui doit toujours être un souci. Mais le troisième point qui est intéressant, c'est qu'en fait, en commençant un jeu dans une langue qui n'est pas une des 5 langues habituelles, ou le chinois, ou le japonais, ou le coréen, les 8 langues les plus jouées, je dirais, on se rend compte qu'en partant en portugais, ou même en partant en premier en espagnol, en fait, on a une adhésion des joueurs dans ces régions qui est colossale. Et finalement, et ça c'est vrai partout, on a aussi tout un réseau d'influenceurs, de médias, etc., qui sont très réceptifs à l'idée d'un jeu qui est lancé en premier dans ces territoires. Encore une fois, je vous encourage à regarder ce qu'a fait Stumble Guide, 200 millions, c'est quand même très très bien. Et je pense qu'il va y avoir d'autres succès comme ça dans les années à venir.
Je voulais vous parler de la Chine un petit peu. Juste pour finir, la Chine, c'est un marché paradoxal, c'est un immense marché, mais c'est aussi un marché émergent. Il y a beaucoup de comportements en Chine qui sont proches de ceux qu'on peut voir dans ces pays. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que la Chine, c'est un pays qui est en train de ralentir. On a vu depuis un an, il y a beaucoup de facteurs. Il y a des facteurs politiques que je ne commenterai pas, il y a des facteurs qui sont liés à la pandémie, il y a des facteurs qui sont liés à la baisse de la croissance économique, etc. Et on pense que le marché est en train de ralentir. Par contre, ce qu'on croit aussi, c'est que, et ça je ne sais pas si vous êtes familier de ça, mais si vous avez déjà travaillé avec la Chine, mais la Chine pendant très longtemps, il y avait un processus pour approuver les nouveaux jeux qui faisait que ça passait par le ministère de la Culture, ça passait par le bureau de la presse et de la publication, etc. Je dirais que jusqu'en 2019, non pas 2019, oui, on avait environ 1500 jeux approuvés par an. Depuis un an, ces chiffres ont considérablement réduit et en fait, ils sont juste en train de redécoller. C'est-à-dire qu'il y a eu un phénomène de réorganisation de la réglementation qui a fait que les jeux vont redécoller et on pense qu'on est au début, ça va commencer dans un mois ou deux, je dirais peut-être début 2023, d'une nouvelle phase de la réglementation où en fait de plus en plus de jeux vont être approuvés, donc il y aura des nouveautés, donc les joueurs vont se remettre à jouer à des nouveautés, etc. Et le dernier point dont je voulais vous parler, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en Chine, et je sais pas si c'est des chiffres dont vous avez conscience, mais le chinois est la deuxième langue sur Steam, c'est-à-dire que entre les Chinois de Chine, les Chinois à l'extérieur de la Chine, etc., c'est souvent la deuxième langue sur Steam. Nous, on constate, et sans vous donner de chiffres précis, que pour la plupart des jeux dans lesquels on est soit actionnaire en majorité, soit en minorité, le chinois est toujours le chinois est toujours la deuxième source de revenus des jeux. C'est en général les États-Unis en premier, et le jeu en chinois qui peut encore une fois regrouper différentes réalités, c'est-à-dire entre Taïwan, entre l'Asie du Sud-Est, entre les États-Unis, entre la Chine elle-même, etc. Et il y a beaucoup de jeux que vous connaissez peut-être qui en fait sont principalement populaires en Chine, qui ont une population qui est essentiellement chinoise. Alors PUBG par exemple à l'étranger, en PC, si vous jouez à PUBG, il y a 40% des joueurs qui sont chinois. Si vous jouez à Battlefield, il y a 60% des joueurs qui sont chinois. Si vous jouez à Dread Hunger, qui est un jeu qui est fait en Nouvelle-Zélande, il y a 90% des joueurs qui sont chinois. Et ça, c'est un phénomène qu'on voit beaucoup sur tout ce qui est jeux indie, jeux qui sont sur du survival, jeux où en fait il y a un fort aspect social. Et la raison pour laquelle je voulais vous parler de ça, c'est que on voit des tendances comparables entre ce qui s'est passé en Chine depuis 15 ans, c'est-à-dire un gaming PC sur des machines qui n'étaient pas très puissantes, sans broadband, sans rien, un shift vers le mobile, et une fois qu'il y a un shift vers le mobile, vous avez une population de gamers qui en fait fait émerger une nouvelle population de gens qui aiment les jeux indie, de survivor et les jeux sociaux. Donc voilà. Voilà, j'ai terminé, je l'ai fait il me reste 5 minutes si vous avez des questions ou des commentaires que je serais ravi de prendre.